147 jours, c'est le titre du livre Témoignage d'Hervé Guéquer, journaliste retenu en otage en Afghanistan avec Stéphane Taponnier durant 1 an et demi. Hervé Guéquer, bonjour. Bonjour. Bonsoir et merci d'abord d'être avec nous. Alors vous avez été libéré il y a un peu plus d'1 an, vous avez écrit ce livre dans lequel on retrouve énormément de détails, des lieux, des dates. On se rend compte que vous n'avez rien effacé. C'était important pour vous de tout écrire, noir sur blanc? Tout écrire, je ne sais pas si j'ai tout écrit. Je me suis rendu compte après l'écriture que j'avais oublié quelques détails, mais on ne peut pas tout raconter non plus. Pas que c'était des détails très importants, mais on se dit « Ah tiens, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça ». Bon, quelques anecdotes. C'était important de l'écrire, oui. C'était important pour 2 choses. D'abord, je pense une thérapie, parce que je n'arrivais pas à expliquer à mes proches, à ma compagne, à mes amis, à ma mère, surtout pas à ma mère d'ailleurs, tout ça. Et face à la feuille blanche, j'ai réussi à raconter cette histoire là-bas en Afghanistan. Et puis, je voulais aussi comprendre cette polémique. Pourquoi il y avait eu cette polémique? De quoi s'était-elle nourrie? De désinformation, de mensonges. Pas polémiquer à nouveau, non, non, juste comprendre. Vous savez, moi je suis journaliste, alors ça peut être une déformation professionnelle, mais j'ai essayé de savoir pourquoi on avait été taxé d'imprudence, de scoop à tout prix, etc. On va expliquer, il y a eu autour de votre captivité une véritable polémique, vous le dites, Nicolas Sarkozy et d'autres responsables parlaient d'imprudents coupables, d'irresponsables, je cite, et le général Georges Lain s'est plaint d'avoir dépensé, lui, plus de 10 millions d'euros dans cette affaire. Ce livre, c'était donc aussi un moyen de régler les comptes? Non. Encore une fois, comprendre. Moi, je ne suis pas dans la polémique, moi, je ne suis pas pour régler les comptes, je suis là pour comprendre et éventuellement faire comprendre. Et vous avez eu des entretiens avec eux? Avec tous, sauf un. C'est-à-dire le général Georges Lain, mais aussi Claude Guéant, Bernard Kouchner, Alain Juppé, le président Sarkozy, excusez du peu, sauf un, celui qui est à l'origine de la désinformation, des mensonges, qui s'appelle le lieutenant-colonel Jacky Fouquereau. Qui a déposé une plainte, je crois. Oui, alors pas sur le livre d'ailleurs, pas sur le livre, sur une interview donnée dans l'Écho du Touquet, voilà une petite publication de la Côte. Tout ça pour dire que c'est quand même assez étrange que la source de l'information ne veuille pas juste m'accorder un entretien d'une demi-heure, d'une heure, pour savoir ce qui s'est passé dans la tête de cet officier, ce qui s'est passé entre lui et le plus haut niveau de l'État, parce qu'on voudrait nous faire croire qu'évidemment, il n'a pas dit ça au creux de l'oreille du président de la République. Il y a une hiérarchie, et si vous voulez, cette mauvaise information et cette désinformation est arrivée à l'oreille de l'État, et donc du président de la République. Et pourquoi ça a fonctionné? Tout simplement parce qu'on a été enlevé sur une route censée être contrôlée par l'armée française. Voilà, justement, pourquoi vous avez attiré les foudres du pouvoir? C'est cette route qui gênait. Le dogme à l'époque, il y a 3 ans, aujourd'hui c'est plus du tout pareil. Le dogme à l'époque, c'était de dire cette zone est contrôlée, c'est difficile, c'est tendu, on se fait tirer dessus. Et d'ailleurs, nous étions sortis avec les militaires français. Et c'est vrai qu'on s'était fait tirer dessus. Il y a eu 88 morts. Il faut leur rendre hommage à ces militaires. En tout cas, moi, je leur rends hommage et Stéphane Taponnier aussi. Pour autant, cette zone n'est pas sécurisée. Et aujourd'hui, on part avant l'heure. On devait partir fin 2014. Nicolas Sarkozy avait dit fin 2013. François Hollande a décidé fin 2012. Donc, au plus haut niveau de l'État, on a ouvert un parapluie. On a montré du doigt Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier en disant ce sont les petits canards noirs du journalisme, tout simplement pour accréditer le fait que nous, on avait fait n'importe quoi, mais que la zone était soi-disant sécurisée. En fait, pas du tout. Vous avez eu quelques petits remords, mais vous pensiez quand même que cette zone était sous contrôle des forces de l'OTAN. Non, j'ai eu des remords quand on a été enlevé, bien entendu, parce que vous savez... Vis-à-vis de votre confrère, peut-être aussi? De mon confrère, de Reza, notre traducteur, de nos accompagnateurs, de moi-même, de ma famille. Remords, pourquoi? Parce que quand vous faites une sortie de route, malgré 20 ans de pratique, eh bien... Oui, vous avez du remords. Vous essayez de comprendre. Vous savez, quand Ayrton Senna est sorti de la route, lui, il n'a pas eu le temps d'avoir des remords, mais quand il est mort sur un circuit de Formule 1, c'était le virtuose de la Formule 1. Il a fait une sortie de route. Quand Loeb fait une sortie de route, il est champion du monde de rallye depuis des années. Lui aussi, il analyse. Moi aussi, j'ai tenté d'analyser. Est-ce que j'ai fait une erreur probante, pas probante? Vous savez, il n'y a pas de risque zéro. C'est ce que disent les militaires. Et d'ailleurs, ils le payent cher. Alors, qu'est-ce que vous avez appris justement sur les talibans que vous avez côtoyés tous les jours? Vous racontez des scènes, c'est ce qui m'a frappé, dans la montagne, de longues marches. On a l'impression que ces hommes ont une force inépuisable. Ils marchent dans la nuit, dans le noir. C'est-à-dire qu'ils sont nés là. C'est très simple. Vous marchez une nuit avec des talibans. Eux, ils ont des baskets lisses, fabriquées en Chine, à moins de $10. Vous marchez une nuit avec les talibans, vous avez des bonnes chaussures de montagne, vous avez l'impression d'être en bonne condition physique, et à côté d'eux, vous n'êtes rien. Ils ont grandi là. Moi, j'ai vu des gamins courir à partir d'1 an. Leurs premiers pas, ils les font sur des pentes comme ça. Évidemment, ils sont chez eux. Ils ne peuvent pas perdre cette guerre.
Les forces de l'OTAN, les Français sont surarmés. On a tout. On a des avions, on a des satellites espions avec les Américains, on a des drones, on a des chars, on a des canons. Et on n'arrive pas à gagner cette guerre. On est 10 fois plus nombreux que les talibans. Je parle de l'OTAN. À un moment, ils étaient 140 000 hommes. Les talibans sont 15 à 20 000, tout au plus, combattants actifs. On n'arrive pas à gagner cette guerre. Les talibans, on n'arrive pas à la gagner non plus, mais ils ne la perdent pas. Parce votre leçon, c'est impossible de gagner une telle guerre ? Demandez aux Soviétiques, demandez aux Russes. Vous verrez, demandez à Gorbatchev, qui est venu à Lille il y a quelque temps pour présenter ses mémoires. Moi, je l'ai interviewé, Gorbatchev, au Furet, là où je vais être demain. Gorbatchev, dès la fin des années 90, c'est-à-dire 10 ans après avoir quitté l'Afghanistan, disait « Cette guerre, on ne pouvait pas la gagner ». Ils étaient 500 000, les Soviétiques. Vous savez, les Soviétiques, ils n'ont pas fait dans le détail. Ils sont repartis. Les Anglais, au milieu du 19e siècle, première puissance mondiale à l'époque, ils sont repartis. On dit même que Gengis Khan n'a pas réussi à mater, je dirais, entre guillemets, l'Afghanistan. Et vous décrivez bien cette force. Vous dites, nous, on avait peur d'avoir une entorse et eux marcher. Oui, ça vous a... moi, bon, je suis fragile des chevilles, alors j'avais vraiment peur de me tordre les pieds. Mais vrai rien de les arrêter. Rien de les arrêter, surtout ils marchent. Alors d'abord, ils ne prévoient pas d'eau, donc après, on boit soit une source, soit un ruisseau, etc. Ce sont des marcheurs inépuisables, c'est-à-dire 10 heures, 15 heures, mais ils font ça toute leur vie. Et puis en plus, ce sont des combattants, c'est-à-dire que pour eux, c'est la survie. S'ils ne marchent pas, passez-moi l'expression, ils crèvent. Donc ils n'ont pas le choix, et ils n'ont rien comme armement. Ils ont des vieilles Kalachnikov des années 60, d'ailleurs fabriquées en Union soviétique, ironie de l'histoire. Ils n'aiment pas les Kalachnikov chinoises, ils disent qu'elles sont moins bonnes, qu'elles s'enrayent plus facilement. Ils ont quelques anciens, moi j'appelle ça des tromblons, des lance-roquettes vraiment à l'ancienne, pareil, années 60-70, c'est tout. Ils ont en face d'eux une formidable armada. Ils ont en plus 250 000 soldats afghans, certes pas très motivés, mais quand même. Et malgré tout, ils ne sont pas en train de perdre cette guerre. Je ne dis pas qu'ils sont en train de la gagner, mais comme on va partir, que va-t-il se passer ? Et c'est la leçon impossible de gagner une telle guerre à la fin de votre livre. Hervé Guéguerre, quand vous avez été enlevé en décembre 2009, vos 2 noms n'ont pas été diffusés tout de suite, on s'en souvient, ça a mis du temps. Une fois révélées vos identités, il y a eu un incroyable mouvement de soutien sur le plan national. Dans la région, on va voir quelques images notamment. Vous attendiez à une telle mobilisation ? Quand vous étiez là-bas, vous vous êtes dit, qu'est-ce qui se passe en France ? On espérait. Mais c'est vrai que les 6 premiers mois, et en tout cas les 3 premiers mois, on a été les otages sans nom et sans visage. Et voilà, là c'est une preuve de mobilisation. Et ça c'était partout 2010, en France. Partout en France. Puis au fur et à mesure, parce que c'est ma ville d'origine où ma mère vit encore. À Paris, à Marseille, à Montpellier. Oui, l'Arc de Triomphe. Est-ce qu'on doit avoir nos visages sur l'Arc de Triomphe ? C'est discutable. Je ne le pense pas, personnellement. Pour moi, c'est un lieu sacré. Pour les militaires, justement. Mais pour autant, c'est vrai. Mais au début, on a été les visages sans nom. Et on a été les otages, sans nom et sans visage. Et ensuite, il y a une surmédiatisation. Mais c'est vrai qu'au début... Et vous espériez, ça vous êtes pour la médiatisation. Oui. On dit que par crainte de surenchère, il ne faut pas médiatiser une prise d'otage. Ce sont des avis partagés. Hein. Alain Juppé, c'est pas moi qui le dis. Alain Juppé, lorsque je l'ai interviewé le 30 mai dernier, voilà ce qu'il me dit. Médiatisation et négociation, ça peut aller de pair. La médiatisation, ça aiguillonne les politiques. Et je lui pose la question, vous aussi, monsieur le ministre ? Il venait de quitter le Quai d'Orsay. Il me dit, moi aussi, ça m'a aiguillonné. Les services secrets font leur travail, médiatisation ou pas, ils font exactement le même travail, mais les politiques mettent un petit coup pour débloquer la situation. Donc, qu'avez-vous envie de dire aux familles des 4 otages toujours français, donc détenus au Sahel médiatisés. par je leur ai dit et redit. J'ai encore eu avant-hier soir, pardon. Vous êtes en contact. Oui, je suis en contact permanent avec eux, presque permanent, en tout cas avec certains. Moi, ce que je leur dis, maintenant, ça fait 2 ans pour les uns, 300 jours pour les autres, parce qu'il y a 2 groupes aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et franchement, si vous ne médiatisez pas maintenant, ce sera jamais. C'est maintenant. Et des messages radio, vous écoutiez la radio ? Oui, qu'ils lancent des messages radio, parce qu'en Afrique, on reçoit bien Radio France Internationale. On la recevait aussi en Afghanistan. Les messages personnels, la médiatisation en France, ça aide à tenir les otages. Ça nous a aidés, nous. Je ne vois pas pourquoi ça ne les aiderait pas, eux, les 6 otages qui sont en ce moment aux mains d'AQMI, et les 2 autres, un en Somalie et un au Mexique. Rapidement, Hervé Guéguerre, au moment de votre libération, vous demandiez si vous pourriez reprendre votre vie d'avant, vous le dites dans le livre. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'avoir changé ? Oui, évidemment. De toute façon, il y a un avant et un après. Il y a un avant, un pendant et un après, ça c'est sûr. Ma vie d'avant, est-ce que je la reprendrai ? Oui, parce que je vais redevenir reporter, je vais retourner sur le terrain. Je suis envoyé spécial France 2, oui, une émission de reportage. Donc je vais y retourner, même sur des terrains tendus, parce qu'on me pose souvent la question. Reprendre ma vie d'avant, j'espère, oui.
Justement, vous évoquez souvent la beauté des paysages, ça m'a frappé, la beauté de l'Afghanistan. On sent que vous êtes aussi un petit peu tombé, il y a des liens forts avec ce pays, et en même temps, vous y avez vécu des moments très durs. C'est un pays dans lequel vous pourriez retourner? Oui. On vit dans un éternel paradoxe. Je ne sais pas quand, j'aimerais bien y retourner dans une Afghanistan en paix, j'aimerais bien revoir Reza, notre traducteur, dans une atmosphère de paix. Mais c'est vrai que c'est un pays extraordinairement beau. J'en avais rêvé pendant 25 ans, j'ai envie de dire, hélas, les talibans l'ont fait, et j'en ai eu franchement pour mon argent. Ça, c'est sûr que 18 mois, je plaisante, mais c'est vrai qu'en même temps, c'est un très beau pays, et les gens avec qui on discute, ils sont marqués au fer rouge par la guerre, ça c'est vrai, mais ce sont des gens vraiment passionnants. Vous décrivez ces beaux paysages dans votre livre à découvrir donc chez Albin Michel, 547 jours. Merci beaucoup. Merci Hervé Guéquières, vous êtes, je le rappelle, ce samedi matin à Valenciennes, au Furet, et à Lille également, au Furet du Nord à partir de 16h ce samedi. Allez-y si vous souhaitez découvrir ce livre et le faire dédicacer par Hervé Guéquières. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.